Welcome to the news of the week. Donc, bonjour Alban Jarry, je vous remercie d'être venu parmi nous. Donc, je vais essayer de vous présenter. Donc, vous êtes le plus grand, j'avais noté le plus gros, mais j'oserais pas. Donc, vous êtes le plus grand, un des plus grands contributeurs sur Twitter des experts en assurance en France, avec plus de 14 000 abonnés sur Twitter et près de 15 000 tweets en seulement 2 ans. Vous ne faites pas que ça, je vous rassure. Donc vous êtes vice-président de XBRL France, vous êtes aussi président de l'association des anciens d'HEC, du MGA d'HEC. Vous êtes aussi intervenant à HEC et à Paris Dauphine et pas mal d'autres choses. Vous faites pas mal de publications sur Internet et aussi vous rédigez pas mal de livres blancs. Donc voilà. Ma première question, c'est si vous pouviez aussi vous présenter et puis présenter votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené vers les réseaux sociaux, vers cette activité sur les réseaux sociaux, et aussi nous parler de l'aimant social dont vous parlez dans vos livres blancs. Sur le fait que les plateformes des réseaux sociaux sont des aimants à talent. Donc voilà, et nous parler de ce concept d'aimant social. Alors, j'ai enfin de comprendre pourquoi Olivier avait quitté Twitter il n'y a pas très longtemps. C'est que vous n'êtes pas très actif ce soir, je trouve, sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez être un tout petit peu plus actif, au moins ça remontera le moral d'Olivier. Allez-y, hein. Le hashtag n'est pas assez gros là. C'est vrai, il est où le hashtag? Donc Twitter, n'hésitez pas, la conférence est en direct. Mais il y en a combien qui tweetent déjà? Alors voilà, la question c'est aujourd'hui, combien d'entre vous ont des profils Twitter? Voilà, fantastique. Et sur LinkedIn à peu près? Là, il m'a cassé mon effet là. Vas-y, continue, Instagram, Facebook. Normalement, c'est moi. Non, toi tu es sur l'étape d'après, donc en fait tu dois inventer ce qu'on va avoir après Twitter et LinkedIn, etc. Donc, voilà. Alors, qui n'a pas de compte Twitter? Il reste à la fin, ça se Il y a un rattrapage. Alors tout à l'heure, Fadila vous a parlé des objets connectés. Je pense que c'est une des révolutions qui arrive sur les réseaux sociaux et sur le numérique. Et j'ai la chance de travailler dans un secteur qui est l'assurance, qui parle en ce moment beaucoup des objets connectés. Donc ce soir, je vous ai préparé un que j'ai trouvé tout à l'heure dans mon bureau, qui pour moi est la révolution qu'a pu faire l'humanité au cours de ces derniers siècles et qui aujourd'hui est probablement la chose la plus utilisée dans le monde et également sur les réseaux sociaux. C'est tout simplement un aimant, donc 2 aimants qui vont s'attirer l'un avec l'autre et sur lesquels depuis 2 ans finalement je ne cesse d'agir et d'attirer les talents les uns entre les autres grâce notamment en utilisant les réseaux sociaux professionnels. Je vous dis ça parce que donc j'ai la chance ce soir d'avoir été invité par Iman, donc, qui est la fondatrice qui malheureusement n'est pas là de Minas Talent. Et Iman travaille dans la même structure que moi, donc dans un grand groupe de mutuelles français. Et bizarrement, nous ne sommes pas connus comme beaucoup de personnes finalement dans les entreprises françaises par les réunions professionnelles ou par l'entreprise, mais uniquement par les réseaux sociaux. On est rentré en contact, alors je ne sais plus si c'était par LinkedIn ou par Twitter, où Iman a souhaité du coup discuter avec moi et on est sympathisé. Et donc c'est par ce phénomène des montages sociaux, des montages finalement entre les personnes, qu'on arrive aujourd'hui également à communiquer dans les entreprises, à finalement découvrir les talents, parce que Iman est à l'image de beaucoup de personnes de la génération Y, des formidables talents qui sont à disposition de l'entreprise aujourd'hui et qui permettent d'apporter une nouvelle matière, d'apporter de nouvelles idées dans l'entreprise et de montrer comment aujourd'hui on arrive à communiquer entre ces générations X et ces générations Y. Alors, il y a 2 jours, j'ai posté un article sur un célèbre journal en ligne et j'ai eu une énorme surprise donc en postant sur la génération X et Y de voir les réactions qu'il pouvait y avoir. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une problématique finalement tellement de génération X et Y où il n'y a plus tellement de savoir est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre sur les réseaux sociaux. C'est un complément que s'apportent les 2 générations, voire même avec les 4, puisqu'il y a des plus seniors par rapport aux X
et puis des plus juniors avec la génération Z qui arrive. Donc c'est ces générations qui vont devoir apprendre à travailler ensemble, à partager de l'information et puis à appréhender différemment le monde du travail qui est en pleine révolution actuellement et qui va devoir apprendre à vivre avec ce nouveau contexte économique et culturel puisque aujourd'hui on arrive, comme le disait Fadila, à abattre les frontières, à abattre les murs dans l'entreprise et c'est aussi en grande partie grâce aux réseaux sociaux. Donc tout ce qu'on peut faire rapidement dans l'entreprise aujourd'hui. Et c'est vrai que cette rencontre avec Ima dans l'exemple, on arrive à communiquer différemment et à rencontrer finalement des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui apportent quelque chose à partager et à arriver à des idées où 1 + 1 = 3. Donc finalement, l'aimant social, c'est la rencontre de talents grâce à des outils comme Twitter, comme LinkedIn, où différentes personnes qui pouvaient pas se rencontrer ont pu se connaître et faire connaissance. Imaginez que j'ai fait la connaissance d'Olivier Gonzalez, donc, qui était l'ancien DG de Twitter France, en le contactant par mail il y a quelques mois, j'étais en train de réaliser un livre blanc. À mon niveau, en étant simple salarié de l'assurance française, quand même rencontrer le DG de Twitter France, donc une des principales structures de réseaux sociaux américaines, c'est absolument extraordinaire. Et donc Olivier m'a reçu quelques jours plus tard après le mail, et a accepté ensuite de faire l'introduction du livre blanc. Donc ça, c'est le prototype même de ce qui marche en tant qu'aimant social. Et de la même façon, sur les réseaux sociaux, j'aurais jamais rencontré Fadila. On s'est retrouvés sur un plateau d'une web TV ensemble, on en parlait tout à l'heure, sur une émission sur l'influence et sur les e-influences. Donc toutes ces rencontres, oui, sont liées au phénomène des réseaux sociaux et à l'attraction qu'ils peuvent générer. Donc c'est vraiment des aimants entre personnes, entre humains, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière le virtuel des réseaux sociaux, il y a aussi de l'IRL, donc des vraies rencontres, des rencontres de personnes qui discutent et des personnes qui finalement se retrouvent autour d'idées et qui cassent le miroir et la glace qui peut exister beaucoup plus facilement en s'étant connus sur les réseaux sociaux. Au début, donc les réseaux sociaux, c'était un peu, si je reprends LinkedIn, c'était une CV Tech, on mettait notre CV. Ça s'est transformé en réseau social à partir du moment où il y a eu une action, où on va chercher l'autre, on va participer à des cercles de discussion. L'étape d'après, peut-être, c'est le e-branding. Vous vous êtes présenté comme étant, alors entre guillemets, le tueur du e-branding, classique comme c'est connu, et j'aurais bien voulu connaître votre vision du e-branding sur les réseaux sociaux. Alors je ne me suis pas présenté comme le tueur de l'e-branding, c'est plutôt Florence Axel, donc, qui est la fondatrice d'un réseau de femmes. Voilà. Et qui a posté il y a quelques jours sur son blog cette expression qui était assez étonnante puisque je ne suis pas quelqu'un qui suis issu de la communication, je ne suis absolument pas quelqu'un qui suis issu du marketing et pourtant j'arrive à communiquer sur ces réseaux sociaux et finalement à bâtir des idées, à les promouvoir et à les diffuser. Donc tueur probablement pas, puisque j'ai jamais tué personne et que c'est pas ma démarche, mais utilisateur finalement de ces réseaux sociaux et des technologies de branding probablement, même si je les découvre au fur et à mesure. Et alors tout à l'heure, Fadila disait qu'elle était une apprentie du web. Alors moi je suis vraiment un minuscule junior à côté d'elle, parce que quand on a quelqu'un comme Fadila qui dit ça à côté, franchement on n'est absolument rien. Donc e-branding, oui. Le tweet revolver. C'est ça celui-là? Donc e-branding, oui, pour l'utiliser, parce qu'aujourd'hui dans une carrière professionnelle, on est amené à avoir des hauts et des bas. Je suis rentré finalement sur les réseaux sociaux il y a 2 ans. Pourquoi? Parce que j'étais dans le cadre d'un plan social dans le groupe dans lequel j'étais et j'étais en recherche d'emploi. Je savais que j'avais 1 an pour préparer ma sortie et en France, un plan social dure entre 12 et 18 mois. Et pendant 1 an, j'ai cessé finalement de promouvoir mes compétences sur les différents supports qui étaient à disposition. Et pour ça, j'ai utilisé finalement les outils qui étaient à disposition du monde professionnel et les possibilités d'indexation des outils américains que peuvent être Google, Twitter, LinkedIn. Donc j'ai découvert ces mondes-là, j'ai découvert ces outils-là. Et je les ai utilisés comme n'importe quel professionnel peut les utiliser. Donc si moi j'ai pu les utiliser, alors que j'étais, et je suis toujours un débutant de ces technologies, alors je pense que n'importe qui peut le faire, j'ai absolument aucun talent. Avant d'avoir écrit des articles pour les Échos ou pour d'autres journaux, j'avais absolument jamais écrit de rédaction ni été bon en littérature. Donc c'est-à-dire que si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Parce que j'ai absolument aucun talent caché, je pense. Et donc c'est juste un tout petit peu de travail, un tout petit peu d'entraînement, et d'arriver finalement beaucoup plus à oser pousser le clic et à proposer finalement un article que de l'écrire en tant que tel.
Je pense que la principale difficulté, les principales freins qu'on se fixe en France sont d'ordre psychologique et de ne pas oser finalement utiliser ces réseaux-là dans le monde professionnel, ne pas oser mettre en avant ses compétences. Et je pense que tout professionnel qui les utilise peut aujourd'hui arriver à le faire très efficacement dans le cadre de son travail. Alors je vous rassure tout de suite, ce soir je ne vais pas vous parler de mon travail qui est sur la réglementation assurantielle, parce que sinon je pense que j'aurais endormi toute la salle. Mais si j'arrivais à en parler ce soir et que vous pourriez en rire, là, comme vous pouvez le faire, ça aurait pu être un succès aussi, donc, mais ça je ne vais pas le faire. Okay. Pour poser la question autrement, c'est actuellement, est-ce qu'on peut vivre en dehors des réseaux sociaux? C'est vraiment, est-ce qu'on est condamné à être dans le e-branding? En gros, est-ce qu'il faut prendre le train du e-branding, le train de l'aimant social? Est-ce qu'on peut rester en marge encore de la société? Et jusqu'à quand? Alors je vais vous inverser la question. Est-ce que vous pensez que d'ici la fin de votre carrière, vous serez au chômage? C'est possible. C'est possible, donc oui. Donc si vous pensez qu'aujourd'hui, vous pouvez à un moment donné avoir des difficultés dans votre carrière, à vous retrouver au chômage, à vous retrouver en recherche d'emploi, ou même finalement à viser une promotion ou à changer le cours de votre vie, vous allez peut-être vous poser la question de savoir si vous devez être dans les technologies aujourd'hui qui sont utilisées ou ne pas y être. Donc aujourd'hui, ne pas être sur les réseaux sociaux pour tout professionnel, c'est un risque parce que finalement ça devient un outil de travail comme un autre, c'est une sorte de Word, une sorte d'Excel, une sorte de PowerPoint, intégré directement sur le web et finalement sur lesquels on peut partager de l'information. Donc personnellement, j'utilise énormément SlideShare, qui est un outil qui permet de mettre des documents professionnels en ligne, donc des documents qui sont publics, que je partage par cette méthode-là et qui génère une visibilité assez extraordinaire. Et ça serait vraiment dommage de passer à côté de ça. Aujourd'hui, on est des produits, donc on est chassé, on est vu par des recruteurs, donc on doit aussi montrer une image positive. Et des outils comme LinkedIn, Viadeo, Twitter permettent de comparer ces profils et de comparer ces personnes et de voir finalement quelles qualités elles peuvent apporter à l'entreprise. Donc ne pas y être, c'est aussi se mettre en défaut, se mettre en risque par rapport à ces situations. Et le jour où il y a un problème, on a moins de chances de retrouver un travail rapidement. Et quand on voit le nombre de chômeurs en France, ceux qui sont aujourd'hui plutôt présents sur les réseaux sociaux ont peut-être plus de chances que les autres de retrouver. Donc si Twitter, par exemple, a fait il n'y a pas longtemps une opération pour promouvoir la lutte contre l'emploi, c'était pas sans raison. C'est qu'on voit aussi qu'il y a une certaine interactivité sur les réseaux sociaux qui permet de trouver du travail plus facilement. Donc si votre profil LinkedIn n'est pas rempli correctement, vous avez peut-être moins de chances de retrouver un travail que celui qui va mieux le remplir. Donc c'est quelque chose qu'on doit travailler. Ça fait partie aujourd'hui d'une carrière, ça fait partie d'un positionnement. J'ai mon côté, j'aime bien casser les silos. J'ai une phrase tweetable. Il y a à peine 2 ans, avoir un profil LinkedIn et un profil Twitter sur son CV, c'était un facteur différenciant. Aujourd'hui, ne pas l'avoir, c'est un facteur discriminant. C'est Twitter, ça, 140 caractères. Et ça fait un peu plus. Excuse-nous. J'ai perdu la main là, donc du coup. Faut se méfier d'un killer, donc je préfère m'excuser tout de suite. Je dirais qu'il n'y a pas d'obligation. C'est une recommandation, c'est une prescription. Vous pouvez faire toute votre vie sans être sur les réseaux sociaux, et il y a des gens qui vivent très bien, et jusqu'à travailler chez Twitter. J'ai eu Facebook, j'ai eu LinkedIn, je les ai toujours. J'ai juste que c'est une flèche supplémentaire dans votre carquois qui va vous accompagner toute votre vie. Donc faites très attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux, à l'image que vous construisez. Il y a des moments où on est up et des moments où on est down dans la vie, et ça arrive à tout le monde et à des gens très bien. C'est un travail de tous les jours. C'est comme se lever le matin, faire son footing, se brosser les dents, etc. C'est la même gymnastique. Parce que maintenant, l'emploi à vie n'existe plus. Malheureusement, tôt ou tard, vous serez confronté à la recherche d'emploi. Et il faut se préparer au lendemain. Et surtout, il faut se préparer dès le plus jeune âge au faire savoir. Vous allez acquérir des compétences, devenir ingénieur, devenir publicitaire, devenir assureur. Il faut le faire savoir et mettre en avant comme le fait Alban, et c'est ça sa vraie force aujourd'hui, c'est qu'il met en avant ce qu'il fait le mieux et ce qu'il fait très bien, avec une vraie passion. Donc quand c'est passionnel, ça se communique et ça marche.
Et puis je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort, ne pas hésiter finalement à tenter des choses. En France, on a horreur de l'échec, on a horreur finalement on a une culture contre l'échec. On voit qu'aux États-Unis, beaucoup de personnes communiquent sur leurs échecs, sur leur capacité de rebond, sur leur résilience. Et aussi apporter cette culture avec cette capacité à être résilient, à rebondir quand il se passe quelque chose finalement d'un peu plus désagréable. C'est aussi ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux et sur la capacité à trouver des solutions, à innover et à avoir des stratégies aujourd'hui numériques différenciantes. Donc, pourquoi les entreprises veulent aller aussi vers les réseaux sociaux? C'est parce que leurs employés, parce que leurs clients sont sur les réseaux sociaux et donc elles cherchent aujourd'hui des contenus discriminants et de la valeur ajoutée. Donc si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous êtes membre finalement de cette famille qui est en train de progresser et en train d'avoir cette stratégie digitale. Donc tout un chacun finalement aujourd'hui peut avoir une stratégie digitale différenciante, que ce soit une entreprise ou un individu. Et il ne faut pas hésiter à aller chercher au-delà de sa zone de confort. Je vous disais tout à l'heure que quand je contacte Olivier pour l'avoir finalement dans le livre blanc pour faire l'introduction, je sors de ma zone de confort, je ne sais pas ce qui va se passer. Je prends contact avec le DG de Twitter France. Il peut ignorer complètement ma demande, il peut la rejeter et il peut l'accepter. Il s'est passé qu'il l'a accepté et depuis on a sympathisé, on est devenus amis et c'est une opportunité extraordinaire. Mais en lui envoyant la demande, je suis sorti de ma zone de confort. Donc je pense que tout le monde peut y arriver et finalement, même que ce soit quand on est génération Y, il n'y a pas très longtemps, donc il y a pas mal de jeunes qui sont rentrés en contact avec moi pour des interviews pour leur mémoire. Et puis, je me rappelle très bien de Claire Carpentier, vous avez dû lire son mémoire sur mon blog, qui s'interrogeait finalement sur comment faire son blog, comment trouver des personnalités du monde de la banque, finance, assurance. Et elle était en train de faire un mémoire sur le digital en assurance. Et je lui ai dit, pourquoi vous ne prenez pas contact avec votre président? Elle m'a dit, non mais c'est pas possible, j'ai pas osé finalement aller contacter mon président pour un mémoire d'étudiant. Et je lui ai dit, si, il vient de répondre au livre blanc que je faisais sur le digital, donc c'est quelque chose qu'il affectionne, donc tentez le coup, tentez de contacter Rodan Lemoal. Et elle l'a fait, il a accepté de répondre et elle a eu dans son mémoire la présence de son président, donc, qui est président d'un grand groupe de banques assurances françaises, donc ça peut marcher aussi. Et elle est sortie de sa zone de confort, elle a essayé de rentrer en contact finalement avec son président de structure, alors qu'elle était simple stagiaire. Donc tout est possible aujourd'hui dans ce monde-là. Donc, sortir de sa zone de confort et oser le clic. Donc, voilà. Ça me fait une belle transition parce que la zone de confort, sortir de sa zone de confort, c'est souvent, c'est l'esprit de entrepreneurial. Donc vous faites partie des advisory boards de pas mal de startups. Et j'aurais voulu que vous nous présentiez cette casquette, ces autres casquettes que vous avez, et comment cela s'articule avec les réseaux sociaux, avec l'aimant social. Alors quand on est aujourd'hui entrepreneur, quand on monte une structure, on est tout de suite très rapidement confronté, on peut avoir un produit excellent, des personnes techniques, des technologies absolument brillantissimes. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes de la génération Y qui montent des structures, des startups, de la génération Z et puis également de la génération X. Et souvent, en fait, au bout de 2-3 ans, ces jeunes startups, ces jeunes pousses peuvent avoir des difficultés à trouver du business et à démontrer que leur technologie est valable et génère du business. Et souvent, donc, ils font appel à ce qu'on appelle des advisory boards, donc des personnes qui vont venir les conseiller, des professionnels, de façon ponctuelle, donc ils ne sont absolument pas des salariés, généralement qui ont quelques actions dans la structure, et qui vont leur apporter une expérience, leur apporter une aide. Donc c'est comme si demain j'allais prendre des actions chez Total et que je leur apportais un tout petit peu de conseil, donc ça ils ne nous demanderont jamais. Mais une start-up, oui, quand effectivement on peut être amené à la conseiller et à investir chez elle, donc on a aussi envie qu'elle explose, donc on va lui apporter son réseau, sa communication. C'est finalement, grâce à son réseau, on va peut-être lui apporter aussi des capitaux beaucoup plus vastes. Et tout ce mécanisme d'advisory board qui a été décrit dans un article que j'ai fait récemment avec Violaine qui est là, ça marche, ça permet aussi à des jeunes aujourd'hui d'avoir des relais beaucoup plus puissants en termes de communication. Et notamment, donc personnellement, j'ai la chance d'avoir rejoint l'advisory board d'une structure qui s'appelle Anatech, qui se présente comme étant la société qui va révolutionner l'épargne de demain. Mais je pense sincèrement qu'ils vont le faire.
Pourquoi? Parce qu'il y a un an, ils ont gagné le prix mondial de l'innovation 2030, ou 2030, je ne sais pas comment du coup on dit pour 2030, puisque si c'est 2020 pour 2020. Eux ont gagné le prix mondial de l'innovation 2030, donc une technologie brillantissime, ils ont des idées, ils ont finalement une technologie de big data qui est totalement révolutionnaire et qui va apporter de la valeur ajoutée, qui va leur permettre de gérer des produits d'épargne à l'américaine, parce que finalement on arrive dans des systèmes à l'américaine et aux États-Unis ça marche, donc en France ça va marcher. Voilà, mais est-ce que ça marchera beaucoup, énormément, on ne sait pas. C'est aussi le plaisir. Et donc, généralement, ces conseils se passent autour d'un dîner, autour d'un déjeuner, donc de façon tout à fait conviviale. Et ça permet de partager et d'apporter finalement une vision sur le monde de demain à ces jeunes pousses et peut-être à les aider à se développer plus rapidement. S'il y a des start-upers dans la salle, à bon entendeur. Alors c'est un risque pour les salariés, c'est un risque pour les entreprises. De toute façon, je suis assez convaincu qu'on peut forcer personne à y aller. Soit effectivement on a la volonté de le faire et on va gérer son image entre la vie privée et la vie professionnelle, séparer effectivement ces deux côtés-là. Pour l'entreprise, elle va gérer son image sur les réseaux sociaux, elle va être amenée à répondre à des crises, elle va être amenée à répondre à des événements. Donc là, elle va prendre des spécialistes comme Fadila pour aller l'aider à gérer ce genre de situation ou même à améliorer sa visibilité. Et puis pour des professionnels comme vous et moi, et oui aussi, quand on est sur les réseaux sociaux, on apprend à gérer son image et on découvre. Mais on a le droit à l'échec, on a le droit finalement de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit d'aller poster des choses qui ne vont pas. Enfin, comme disait Olivier tout à l'heure, on peut être up et puis on peut être down, donc on peut avoir des jours sans. Et on a aussi un droit à l'erreur, on a un droit à l'oubli. Donc aujourd'hui, il y a des systèmes de droit à l'oubli, mais ce n'est pas forcément les plus efficaces. Et c'est en étant finalement assez régulier qu'on apprend à connaître les personnes, puisque en face, on se retrouve avec des hommes et des femmes. On ne se retrouve pas avec de la virtualité. On n'a pas des robots sur les réseaux sociaux. On a vraiment ces hommes et des femmes qui sont en face et qui peuvent aussi comprendre qu'un jour, on a un jour vraiment positif et un jour négatif. Donc oui, on apprend à gérer son image, mais on apprend aussi à prendre des risques. Personnellement, quand je poste certains sujets, je ne sais pas ce qui va se passer, on voit bien, mais tant pis, c'est pas très grave. Donc j'essaye, et puis de temps en temps, il y en a qui marchent très bien, de temps en temps, il y en a qui marchent moins bien. Mais on se rend compte aussi que sur ces réseaux sociaux, il y a beaucoup d'empathie, beaucoup de tolérance. On parle beaucoup de bienséance. Enfin, c'est pas agressif. Enfin, Twitter dans le monde professionnel aujourd'hui, j'ai jamais vu un post agressif depuis 2 ans que j'y suis. Donc c'est pas l'objectif, je pense. Et puis, oui, mais toi tes conseils, c'est un peu différent. Nous, on est entre pros, donc on est beaucoup plus empathiques les uns par rapport aux autres. J'en ai eu un sur en 7 ans. On a moins le droit à l'erreur lorsqu'on est down et qu'on a des milliers de followers. Alors, moi, j'en fais l'expérience tous les jours, c'est-à-dire que parfois, entre un statut et un statut sur Facebook, ça me prend 3 jours, le temps que je digère la discussion enflammée que j'aurais fait avant, parce que les gens n'étaient pas d'accord avec moi et parce qu'ils voulaient marquer le coup qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Et pire que ça, ils reviennent au même statut 2 ou 3 semaines après et ils vérifient que je n'ai pas supprimé les commentaires. Non, c'est des vraies personnes. Et il faut comment dire, qu'il y a beaucoup de tolérance et que c'est bon enfant, etc. Je dirais plutôt sur Twitter, parce que sur 140 caractères, il faut avoir quand même un minimum de jugeote pour pouvoir sortir des formules courtes et pertinentes. Mais sur d'autres réseaux, on peut avoir des surprises pas forcément très réjouissantes. Alors c'est vrai que les experts professionnels sont surtout sur LinkedIn et sur Twitter, et pas tellement sur Facebook, donc c'est vrai que la surface pour finalement avoir des posts enflammés est assez courte. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça s'enflamme moins vite. Et puis assez rapidement, on se rend compte quand même que les principaux acteurs du monde professionnel dans lequel on est se connaissent tous. Donc on ne va pas aller s'agresser dans Twitter comme on ne s'agresse pas en réunion. Je pense qu'on a le même comportement aujourd'hui qu'on peut avoir dans une conférence professionnelle, dans une réunion professionnelle ou sur Twitter. Mais c'est vrai que j'ai un petit biais, c'est que je ne suis pas du tout consultant et du coup je suis dans un monde entre experts et finalement qui n'est pas tellement avec quelque chose à vendre. Donc peut-être probablement moins critiqué qu'un expert ou un consultant qui va tout de suite être poussé dans ses retranchements parce qu'il va être beaucoup plus critiqué. Facebook,
c'est un outil intelligent pour des personnes bêtes. Twitter, c'est un outil bête pour des personnes intelligentes. Oh punaise, oh là là. Alors, on a Olivier Gonzalez quand même là ce soir, donc je te laisse réagir. Non, mais enfin, je pense que, enfin, toutes les plateformes sont bonnes et là, je me fais ni l'avocat de l'un ou de l'autre. Je pense qu'elles ont toutes leurs vertus et il y a eu un tweet qui est passé tout à l'heure à propos de Viadeo versus LinkedIn. Ce qui est le dénominateur commun, c'est qu'aujourd'hui, les gens se connectent entre eux. Et personne vous force et personne vous demande de photographier la pizza que vous allez manger ce soir et de la mettre sur Facebook, Twitter ou autre, mais vous le faites. Je suis désolé de vous le dire, vous le faites. Personne ne vous oblige à photographier vos pieds quand vous êtes sur une chaise longue et à le poster, à le tweeter, à le liker, à le favoriser. C'est génial. Je suis en Thaïlande, je suis sur une plage, c'est cool. Après, je vous dirais que ces débats d'idées, ces posts, ces vilaines choses, et il y en a très très peu sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est qu'on voit que ça, parce que c'est vraiment immonde. Sur la place du village, quand on est tous en train de faire le marché, de partager, de se raconter des belles histoires, il suffit qu'à un endroit de cette place du village, les gens en viennent aux mains, et là, d'un seul coup, ça nous a gâché le jour de marché. Donc, ces réseaux sociaux, c'est le reflet de ce qui se passe dans la vie. Donc, soyez vigilants quand vous tweetez, soyez vigilants quand vous êtes sur Facebook, ce que vous likez, ce que vous likez pas. Quand vous êtes sur LinkedIn, c'est très très important également, puisque là, c'est le pro. Et sur Twitter, la force de Twitter, c'est que c'est public. Donc, on n'a pas besoin d'être amis pour suivre. Donc, dites-vous bien que ce que vous allez poster le lundi, le vendredi lors de l'entretien d'embauche, ou lors du dîner chez vos amis, ça peut ressortir, parce que c'est public. Donc, on y va moins fort, on n'est plus entre amis, on peut plus se lâcher parce que c'est public. Mais, croyez-moi, ça ne les freine pas. Donc, je pense que toutes ces plateformes ont leur utilité. Je suis agréablement surpris par l'engouement des 13-18 ans sur d'autres plateformes, bien plus virulentes, bien plus dingues. On parlera de Snapchat si vous voulez, mais ça décoiffe. On peut parler aussi d'Instagram, ça décoiffe aussi, donc il y a une adoption. Mais tout ça, ça tourne autour d'une chose, c'est la connexion instantanée entre les gens. Et ce qui fait que je rencontre Alban, Fadila et vous-même, ce sont ces réseaux sociaux, sinon on ne serait jamais croisés. Et c'est ça la force, c'est qu'on peut très bien échanger pendant des années et jamais se croiser. C'est une conférence, c'est une relation épistolaire, très riche ou très pauvre, mais sans jamais se croiser. Et ce choc générationnel, il est assez incroyable parce que il y a 2 jours, une jeune fille me dit « J'aimerais avoir vos conseils sur ma start-up. Est-ce qu'on peut se voir ?» Oui. Là, c'était pas une jeune fille. Elle était plus âgée que moi. Et elle me demandait des conseils. Alors j'étais un peu embarrassé. Et on a pu échanger et c'était très très intéressant. Et quand on s'est rencontré avec Alban, avec un dénominateur commun et un centre d'intérêt. Donc le centre d'intérêt, c'est quoi? Pour ceux qui n'ont pas de compte Twitter, c'est un hashtag. Le hashtag assurance, réseaux sociaux, etc. Et ce soir, je crois que le hashtag, c'est X. Y, le choc. Donc on tweet un petit peu. J'ai 3 points à dire. On empiète. Hein. Ouais, très rapidement. Par rapport à ce que vous disiez. Évidemment, ça ressemble en fait au monde et on peut pas. Moi, je me suis déjà fait insulter et je suis allée au tribunal. Donc, les filles, je vous informe qu'il y a une jurisprudence sur le sexisme, parce que j'ai gagné pour diffamation, mais je suis repartie en appel pour gagner pour sexisme. Donc, il y a eu un jugement en ma faveur pour une insulte sexisme sur Twitter. Voilà. Ça veut dire que si demain, vous avez besoin d'y aller, vous saurez que s'il y a quelqu'un qui vous traite d'un certain nom d'oiseau, il y a déjà une jurisprudence. Voilà. Donc, ça, c'était pour le principe. Sur Twitter, un nom d'oiseau, c'est... Ah oui, tiens, je l'avais. Mais c'était pas ça que je voulais dire. Je voulais surtout dire que, il y a 3 points. Construisez en fait votre présence et vos profils en fonction d'un objectif. Si vous avez un objectif dans la tête, qui n'est pas simplement celui d'être visible, mais de servir votre projet professionnel, développer votre entreprise, etc., théoriquement, vous saurez faire les bons choix, si vous ne perdez pas en tête ça. Secondo, de travailler votre réseau, parce que le réseau, c'est sympa pour rencontrer, mais c'est avant tout votre barrière de corail. Vous savez ce que c'est qu'une barrière de corail? C'est censé protéger.
Et parce que sur les sites, sur les réseaux, il y a constamment, en fait, de la régulation collective qui se met en place. Donc si à un moment donné, vous avez un problème, vous avez votre réseau qui peut aussi y répondre à votre place. Et ça, c'est comme dans la cour de récré. Quand on est tout seul, tout le monde veut se battre avec vous. Et quand vous avez 2-3 copains avec vous, généralement, ils réfléchissent. C'est pareil. Troisième chose, c'est la nature et la tonalité de ce que vous postez. Soyez cohérent et assumez. Soit vous voulez être dans la polémique et incisif, et sachez que vous allez récolter de la polémique et forcément des messages qui seront agressifs, donc vous les assumez. Vous assumez pas. Soit vous en voulez pas, et à ce moment-là, vous en faites pas. C'est tout simple en fait. Je pense que si vous avez ces trois piliers, théoriquement, vous devriez vous en sortir. Je sais pas, je vous remercie. Je sais pas s'il y a des questions dans la salle. On a bien empiété sur ta compte. Ouais, je peux plus parler là du coup. Alors d'habitude je fais l'oiseau bleu qui survole l'assurance, mais là vous me l'avez cassé aussi du coup. Non, j'ai une autre belle histoire sur les réseaux sociaux. Louisa Renou, là, par exemple, qui est là ce soir. Autre belle histoire sur les réseaux sociaux. Donc Louisa, qui est dans l'assistance. Il y a quelques mois, nous avons décidé de tenter de la présenter pour le trophée des femmes de l'assurance dans 2 catégories. Donc la femme spécialiste parce que j'estimais que c'était une des meilleures spécialistes dans le domaine de l'assurance et de la régulation assurantielle. Et puis aussi parce qu'on visait surtout le prix de la femme internaute de l'assurance, notamment grâce aux réseaux sociaux. Chaque personne qui était nominée pouvait concourir. Il s'est avéré que Louisa a gagné 2 prix. Donc le prix de la femme spécialiste et le prix de l'internaute. Donc aujourd'hui aussi, on arrive grâce aux réseaux sociaux finalement à progresser dans son monde professionnel, à être reconnu de son monde professionnel. Et je pense que Louisa aussi est une belle illustration de la puissance des réseaux sociaux et de la capacité de ces réseaux à mettre des professionnels en avant et aussi à les reconnaître pour leur talent et reconnaître pour leur professionnalisme. Donc ça aussi, c'était une aventure extraordinaire grâce à l'aimantage des talents sur les réseaux sociaux. Donc merci Louisa d'avoir accepté que je te parraine pour cette aventure et que finalement tu décroches ces 2 prix que tu méritais amplement mais qui étaient l'illustration de cet aimantage. Très bien. Oui. Je passe la parole. Donc, s'il y a Alors, pas on a de une question en direct de Louis, apparemment, me dit Fadila. Alors, Louis, qui est Louis? Oui, Louis Benjamin, oui, pardon. Il n'arrête pas de tweeter, c'est lui qui a posé la question. Okay. Je te laisse. Alors, sur Viadeo, donc, il y avait une question? Le problème d'aujourd'hui de Viadeo, à mon avis, enfin j'ai beaucoup écrit sur le sujet et puis j'ai été repris il n'y a pas très longtemps puisqu'on m'a cité comme un des plus grands opposants de Viadeo par rapport à LinkedIn. Ce qui n'est pas forcément le cas parce que j'ai fait un article sur le sujet qui est paru dans les Échos et c'est vrai qu'il a été fortement référencé puisqu'il avait fait énormément de lectures. Le problème de Viadeo aujourd'hui en France, c'est que déjà en France, on a plutôt tendance à critiquer les produits français. Bon, ça c'est assez naturel, les Français ne reconnaissent pas leur talent. Mais le problème de fond de Viadeo, c'est plutôt en fait de s'être inscrit dans un modèle économique de faire payer les utilisateurs. Donc d'empêcher finalement les utilisateurs de développer leur réseau. Et lorsqu'on est dans Viadeo par rapport à LinkedIn, aujourd'hui on a une énorme difficulté à développer les réseaux et à développer finalement ce qui fait la force de ces réseaux sociaux. Donc comme le disait Fadila, on a besoin de cet écran et cette barrière de corail de défense et c'est ce réseau qui va représenter cette barrière de défense. Mais aujourd'hui, quand on est sur les réseaux sociaux, surtout on apporte une énorme valeur ajoutée à tous ces outils. On apporte des données qui vont servir dans le big data. Et c'est vrai que Viadeo se prive de cette donnée, de cette valeur ajoutée finalement en rendant payant pour les utilisateurs, alors que certaines matières, il doit la revendre aux entreprises qui sont utilisatrices, à tous ceux finalement qui tirent une valeur ajoutée de ces réseaux et des données qui sont dedans. Donc je pense qu'aujourd'hui LinkedIn attaque beaucoup plus le monde de l'entreprise pour aller chercher de la ressource et finalement un business model plutôt côté entreprise et en servant des utilisateurs comme étant de la valeur ajoutée pour sa base de données. Alors que Viadeo l'a beaucoup moins fait parce qu'ils se sont beaucoup moins développés en bloquant les fonctionnalités pour les utilisateurs. Donc je pense que Viadeo n'est pas complètement mort. Il
peut revivre, il peut renaître de ses cendres, mais il faut qu'il change son modèle économique et probablement qu'il cherche des nouveaux relais en disant la matière première que peuvent m'apporter mes utilisateurs, c'est cette matière que je vais mettre en valeur et je vais peut-être pas les faire payer avec des prix de version premium ou de version payante. Donc c'est plus un problème de modèle économique à mon avis là-dessus. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, Twitter, si demain ils attaquent le marché du profil et de la CVTech, ils vont ratiboiser LinkedIn, Viadeo et tout le monde. Parce que eux, s'ils arrivent demain sur ce marché-là avec des CVTech au modèle Twitter, on n'aura plus besoin de sortir de Twitter pour aller consulter les profils des personnes. Quand il y a eu la journée Votre Job, systématiquement, quand les personnes postaient sur leur profil, elles mettaient en lien leur profil LinkedIn. Demain, si on a directement cette information dans Twitter, il n'y aura plus besoin de sortir. Et d'autant plus que ce qui manque probablement aujourd'hui dans Twitter, c'est la qualification réelle et professionnelle des personnes. Donc c'est cette valeur ajoutée qu'on peut apporter. Donc si demain on pouvait avoir un CV Twitter directement dans son profil en X tweet, où on sélectionnerait finalement l'ordre de ces tweets et finalement on aurait notre CV en ligne, à ce moment-là, on pourrait effectivement peut-être emporter encore plus de matière à cette plateforme-là. Et cette plateforme-là est complètement ouverte. Ce qui fait aujourd'hui la différence, par exemple, entre un Twitter et LinkedIn, c'est les API, c'est la possibilité d'aller chercher de la matière. Et lorsqu'on est dans un monde de big data qui ne cesse d'explorer la matière qu'on lui fournit, à ce moment-là, on voit l'intérêt de pouvoir aller se connecter à n'importe quelle API. Et Twitter, je pense, a une mine d'or d'informations qui est dans son contenu et qu'il n'exploite pas encore complètement économiquement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'ont pas forcément des résultats à la hauteur des espérances des investisseurs. Je vous remercie vraiment pour cet exposé. Et voilà. Get the soul. Get the soul. Welcome to the news of the week.